voilà, toute l'équipe, on va dire, est sur le taquet. Puis ce soir, voilà, on a décidé émission spéciale à laquelle, justement, on pourra répondre aux questions des métanautes parce que dans les émissions précédentes, il n'y avait pas beaucoup de place. Bah oui, les pauvres. Hein. Les pauvres, ils étaient un peu, voilà, ils n'ont pas pu poser beaucoup de questions. Ce soir, en tout cas, justement, ils vont se régaler. En plus, voilà, le chat de questions, il va apparaître, voilà. Donc, au moins, ils vont pouvoir poser toutes les questions. Alors, toi, Adrien, voilà, on peut faire. Bah déjà, ça va depuis le débat, ce fameux débat avec Christian Vanesse. Ouais, de toute façon, sur l'affaire Pétain, globalement, j'ai eu que des bons retours. Ouais. À 99%, j'ai eu que des bons retours. Les gens ont été très intéressés. Ils ont découvert une partie de l'histoire de France qu'ils ignoraient. Et je pense que, de toute façon, c'est dans les gènes des Français de s'intéresser à leur histoire, si tu veux. Et globalement, quand on leur parle de leur histoire, ils sont intéressés. Quand on ne tombe pas chez des gens de gauche, ce que j'appelle moi des jacobins, trop déracinés, en général, ça fait mouche. Et moi, j'aimerais que les Français se réconcilient avec certaines figures historiques qui n'ont pas été les traîtres qu'on a dit, mais qui ont été au contraire des gens qui se sont sacrifiés pour leur pays. Ouais, t'as presque soulevé quand même un lièvre dans cette affaire, parce que on comprend que tout n'est pas si simple en fait. C'est-à-dire après, beaucoup de gens, je sais, qui sont des gaullistes convaincus, puis on a été élevés dans la doxa avec... Bien sûr, j'en viens. Hein. Je viens de l'idéologie dominante, moi. Donc voilà, le gaullisme, c'est la figure érigée au panthéon de tout intouchable. Et putain, lui, c'est presque l'inverse. C'est la caverne des horreurs, le cachot des... C'est pire qu'Hitler. Officiellement, c'est... Voilà. Ça, si tu veux... En fait, les générations précédentes, on leur a mis un moule dans le crâne, tu vois. Et moi-même, j'ai eu ce moule dans le crâne. Mais ce moule est en train de se fissurer. Et quand je dis ce moule, ça recouvre beaucoup de choses. Ça recouvre l'aveuglement spirituel, même l'ignorance du fait religieux quasiment. Ça recouvre la vision qu'on a de l'histoire, de l'économie, etc., etc., etc. Donc tout ce moule qu'on nous a foutu dans le crâne, là, est en train de se fissurer. Et c'est pour ça que je suis confiant confiant. Pourquoi, disons, je sens qu'il y a des lignes de fracture, je sens qu'il y a des possibilités de changement dans les années à venir, c'est parce que ce moule est en train de se fissurer. Et c'est pour ça que le système panique, d'ailleurs. Parce que les instruments de contrôle sociaux qu'il avait autrefois commencent à ne plus marcher. Ils commencent à ne plus marcher. Voilà. Donc, on a foutu ce moule dans le crâne des vieilles générations. Et d'ailleurs, tu remarqueras que ceux qui comprennent le moins ce qui est en train de se passer, en fait, ceux qui comprennent le moins ce qu'induit le mondialisme, fondamentalement, c'est les générations, tu vois, c'est les plus de 50 ans. Les plus de 50 ans, les plus, tout à fait. Que j'appelle, moi, les Charlie. Par pure politesse, pour ne pas les appeler les Charlots, d'ailleurs. Hein. Mais, donc les Charlie sont ceux qui comprennent le moins. Et ce sont les jeunes générations, même si elles sont moins éduquées, même si elles sont moins cultivées, qui comprennent le plus les événements que Dieu sait pourtant ils sont compliqués à comprendre, parce que ce moule est beaucoup moins fait, et si tu veux, est beaucoup moins présent dans leur crâne, et parce que quand il l'est, comme je te l'ai dit, il se fissure. Il se fissure. Donc voilà, ma contre-histoire, si tu veux, Pétain de Gaulle, s'inscrit dans cette idée qu'il faut briser ce moule qu'il y a dans la tête des gens, pour en mettre un plus français. Oui, parce que, bon, ça, je suis entièrement d'accord avec toi par rapport au fait que les gens d'un certain âge, même sur des questions, on sait, voilà, l'Union Européenne, etc., ils sont complètement butés. Complètement HS. Ils ne veulent rien savoir, absolument rien savoir sur ces thèmes-là. Et je vais te dire, à titre personnel, je place des espoirs immenses dans la jeunesse française. Parce que, bon, elle a plein de défauts, elle a la tête... sur son iPhone toute la journée, etc. Bon, elle a plein de défauts, je caricature. Hein. Bon, il y a des pans entiers de la jeunesse qui sont à côté de la plaque. Je pense aux antifas, aux bobos, à ce que j'appelle plus largement les puceaux du réel, tu vois. C'est-à-dire les gens qui ignorent la réalité du mondialisme, que ce soit ses conséquences sociales, migratoires, etc. Mais à côté de ça, il y a quand même des pans entiers de la jeunesse, si tu veux, qui justement ont dégagé ce moule. Je vais te dire un truc tout con. Le nombre de personnes qui viennent me voir pour me demander des conseils de lecture. Monsieur Abosi, quel livre d'histoire vous me préconisez ? Le nombre de personnes qui viennent me voir pour se faire baptiser, qui me disent, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec un prêtre ? Tu vois ? Alors que, si tu veux, autrefois, la religion, c'était le truc de loser.
l'amour de la patrie, de l'histoire, du passé, c'était les trucs de loser. Tu vois, toute cette doxa Charlie Hebdo, tout ce qui était valorisant, si tu veux, c'était justement le mépris de la religion, de la patrie et compagnie. Alors qu'aujourd'hui, il y a un nouveau système de valeurs qui est en train de naître dans la jeunesse française, où justement la religion à la cote, l'amour de la France à la cote, etc., etc., etc. Et ça, c'est un changement, ça. C'est plus qu'un changement. C'est une dynamique. C'est une dynamique. Enfin, c'est une divine surprise, quoi. C'est vraiment une divine surprise. Et tu vois, certains nous diront, oui, mais vous êtes encore très minoritaire. Alors je dirais, oui, mais pas tant que ça, parce que je pense que maintenant, on peut chiffrer ça, à mon avis, facilement à plusieurs centaines de milliers de personnes. Parce qu'il faut se fonder, concrètement, on se fonde sur quoi quand on évoque ces chiffres? Sur le nombre de vues YouTube Dailymotion. Mais sur un ordinateur qui compte pour une voix, il y a plusieurs personnes qui ont pu le voir. Et la personne qui a pu voir toutes ces vidéos d'Adrien Bozzi, de Pierre Hillard, de Michel Drac et j'en passe, elle a pu en parler autour d'elle, etc., etc., etc. Donc je pense que ces chiffres ont plusieurs centaines de milliers, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 5 ans, on n'était pas des plusieurs centaines de milliers. En 2010, on était à tout casser 50 000. Et encore 5 ans avant, on était 0. Donc il y a quand même une dynamique très puissante, si tu veux. Maintenant, si tu veux, l'enjeu, c'est que certes, il faut conquérir un maximum de personnes en termes de chiffres, mais il faut que cet esprit fait dans un moule autre, donc, tu vois, que celui de l'idéologie dominante, commence à gagner les classes supérieures. Ce qui n'est pas encore le cas, encore que on est beaucoup plus suivi qu'on croit par les gens du système, et on est beaucoup plus suivi qu'on croit par des gens qui pèsent. Crois-moi. Et qui s'intéressent à ce qui est en train de se... Et pourquoi ils s'intéressent à ça? Parce que quand on y pense, nous sommes la seule dynamique intellectuelle, façon de parler, je déteste ce terme, mais on est seul la dynamique intellectuelle, sociologique, politique qu'il y a en France. Tu vois, tout ce qui est bobocratie, c'est terminé. Les antifas, ça représente quoi en termes de chiffres? Ça représente que dalle. Moi, personnellement, après je peux me tromper, il y a peut-être des trucs que je ne connais pas, mais me semble-t-il, nous sommes la seule dynamique, c'est là que ça se passe, si tu veux. Tu vois, c'est chez nous que ça se passe. C'est dans cette nouvelle opinion publique que les choses se passent, sachant que cette nouvelle opinion publique, elle est divisée en plusieurs chapelles. Mais voilà, c'est là que ça se joue. Et d'ailleurs, on le sent parce que, si tu veux, les médias parfois parlent de nous, mais dans l'absolu, ils ne devraient pas. Je veux dire, si on est si minoritaire que ça, pourquoi se faire chier à aller parler de nous et à nous faire de la pub? Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est évident. Moi j'en avais parlé dans une émission où je disais, même Ruquier quand parle à la télévision, qui dit la nouvelle opinion publique d'Internet, il dit c'est ça qui a changé, c'est eux qui pèsent, ce sont... Et puis il y a ce mot Internet dans leur bouche, mais qui sonne pas comme... Qui est péjoratif. Voilà, très péjoratif. Ce qui est complètement débile, parce que Internet en soi est neutre. Oui, c'est une technologie, lui aussi, là, ils ont aussi sur Internet. Neutre, oui. Donc si tu veux, c'est comme l'imprimerie. L'imprimerie, ça peut servir à publier Closer, mais ça peut servir aussi à publier la Bible. Donc, en soi, ça ne veut rien dire, Internet. Non, en fait, ce qui fait péter un câble au système, c'est qu'autrefois, le système maîtrisait toute la communication et surtout maîtrisait la circulation des informations. Il y avait, si tu veux, entre l'individu et l'information, il y avait l'intermédiaire du système. Grâce à Internet, il n'y a plus cet intermédiaire. Et il y a un lien direct entre les informations et la connaissance et le peuple, quoi. Et donc ça sera la cause première, enfin l'une des causes premières de la contre-révolution. Ça, c'est le changement majeur. C'est le changement qui tue. Ouais. Parce que si tu veux, on est comme, si tu veux, de l'eau qui glisse entre les doigts maintenant. Le système ne peut plus museler. Il y a beaucoup de gens qui craignent le muselage d'Internet. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de compétences technologiques en termes d'informatique et tout ça, mais j'y crois à moitié, quoi. C'est-à-dire que on pourra toujours se réfugier ailleurs. Tu vois. C'est ce qui s'est un peu montré à chaque fois qu'on a voulu mettre un cadenas quelque part sur Internet. Il y a toujours un petit malin qui trouve une solution de l'autre côté. Donc, bien sûr. Moi aussi, j'ai du mal à imaginer comment il pourrait pas en tout cas tout stopper. Et puis tu sais, il y a une phrase que j'aime bien de Pascal. Pascal disait: "Je crois en la parole des témoins qu'on assassine." Oui. C'est-à-dire que en désignant, ils nous feront de la pub et ils nous donneront du crédit. Donc je pense pas qu'ils iront jusque-là. Après, je peux me tromper, sauf cas extrême où vraiment ils pensent que ça change pour eux. Mais voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je te disais, pourquoi moi je suis optimiste sur la fenêtre de tir qui va s'ouvrir, c'est que il y a une dynamique qui est en marche. Une dynamique de débranchage de la matrice, une dynamique de cassage de ce moule de l'idéologie dominante.
et cela ne peut pas, à terme, rester sans conséquences. Tu vois, un truc tout con. Le vote UMPS, aujourd'hui, est soutenu en très large partie par ce que j'appelle les Charlies. Ouais. Tu vois, si c'était que les jeunes qui votaient, je suis pas convaincu qu'on aurait les mêmes résultats aux élections. Et on voit d'ailleurs que le FN, avec toutes les réserves qu'on peut faire sur lui, mais c'est un autre problème, surcartonne chez les jeunes. Et l'abstention surcartonne. Tu vois, donc comme quoi, ça veut dire que les jeunes mettent moins une pièce dans la machine. Parce que si tu veux, on me reproche de dire que je ne dois pas recevoir de leçons de politique de quelqu'un qui a plus de 45 ans ou 50, si tu veux. Ben, je suis désolé. Vous avez voté comme des cons pendant des décennies, donc j'ai pas grand-chose à apprendre de vous, en termes de politique, j'entends. Hein. Je me limite à ce domaine-là. Mais non, je suis désolé, vous avez voté comme des cons. Vous avez voté en vous donnant bonne conscience. Vous avez voté en vous donnant bonne conscience pour des gens qui ont détruit objectivement l'avenir de vos enfants. Et qui ont défendu des politiques qui étaient objectivement contraires aux intérêts de la France. Quel intérêt de faire venir plusieurs centaines de milliers d'Africains chaque année en France ? Quel intérêt de faire prospérer l'économie parallèle ? On ne sait pas. Quel est l'intérêt de faire la liberté de circulation totale des capitaux ? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Si tu veux, les rois de France, quand ils prennent une décision, ils se posaient la question de savoir si c'était bon ou mauvais pour le royaume. Ils ne se posaient pas la question de savoir si ça plaira à un tel ou un tel. Aujourd'hui, je constate que ce mode de raisonnement est hors sujet pour nos élites politiques. Donc, les gens qui ont validé cette classe politique répugnante d'anti-France, répugnante de médiocrité, parce que si tu veux, se faire avoir par un Talleyrand, c'est pas la même chose que de se faire avoir par Hollande. Tu vois ? Donc les gens qui ont cautionné cette... J'allais employer un mot vulgaire qui commence par un N. Grossier, pas vulgaire, grossier. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Et tu vois, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le FN est encore diabolisé, mais j'aimerais moi qu'on diabolise en premier lieu quand même le MPS. Parce que j'ai envie de dire aux gens, vous savez que si vos enfants n'ont pas de travail, si vos enfants se font persécuter par des Austro-Hongrois, c'est parce que, fondamentalement, vous avez été comme des cons. Donc ne venez pas de nouvelles leçons, et surtout, remettez-vous en cause. Et moi, ce qui m'étonne chez les Charlies, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à se remettre en cause, si tu veux. Beaucoup. Sauf en cas de traumatisme, comme les attentats de Charlie Hebdo. Tu as remarqué qu'à la fameuse manifestation du 11 janvier, les gens ont applaudi les flics. Oui. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, dans un moment de crise, ils ont complètement abdiqué leur idéologie. Parce que ces gens-là sont les plus anti-flics. Je me rappelle d'un morceau de Renaud, tu vois, qui s'appelle L'Aquarium. J'aime bien Renaud, tu vois. Et il a une chanson qui est un peu antimilitariste, donc L'Aquarium. Et j'ai entendu en live, et à un moment, il évoque, je sais plus quoi, qu'un militaire se prend une télé dans la gueule. Et à ce moment-là, il y a tout ce public de bobos qui esclave, tu vois, qui s'esclave. Voilà. Bon, tu vois, donc là, on a vu finalement les Charlies se retourner complètement et venir applaudir l'autorité. Donc, ils ont tout abandonné. Le jour où on me verra moi aller à l'aéroport et dire aux Maliens qui débarquent bienvenue en France les mecs, restez autant que vous voulez, on dira Adrien Bauzy a tout lâché, tu vois. Bon, bah voilà, c'est que... Bon, on attend de voir ça, tu nous appelles ce jour-là Ouais, il y a peu de chance ça quand même. Dieu m'en garde. Donc, voilà, donc c'est... La France a un boulet qui est sa gérontocratie. Mais est-ce que aussi, attends, sur cette manif, je vais te demander, est-ce qu'on nous a pas menti ? Parce que finalement, est-ce que c'est pas tout un échec de la fameuse France Black Blanc Beurre, parce que moi cette manif, j'ai l'impression que c'était une manif, allez, blanche. Bien sûr, ouais. C'était une manif blanche. Alors bon, bien sûr, on trouvait par-ci par-là des gens issus de la diversité, n'est-ce pas ? On trouvait aussi des jeunes, mais c'était essentiellement la gérontocratie blanche, bien entendu. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est étonnant. Tu sais, c'est un peu comme chez les antifas qui se prétendent antiracistes et compagnie. Mais j'ai envie de dire, mais les mecs, il n'y a que des blancs chez vous, vous trouvez pas ça bizarre ? Et moi, qui suis censé être d'extrême droite, selon les critères officiels du système, je suis plus suivi, si tu veux. Alors que, tu vois, je suis assez dur sur la racaille, sur la remigration, tu vois, j'ai des positions dures. Mais malgré tout, je suis plus suivi par des gens issus d'immigration que les antifas. Et j'ai envie de dire aux antifas, mais vous vous posez pas des questions au bout d'un moment Enfin, tu vois, c'est... Même aux gens de gauche en général, quoi, tu vois. Mais effectivement, donc, cette manif était un comble de tartufferie. Puisque c'était pas du tout déjà une manifestation d'unité nationale, c'est pas vrai, c'était une manifestation d'unité jacobine. C'est une manifestation, puisque bon, le FN était exclu, puisqu'on sait que les électeurs du FN sont considérés par des sous-hommes par le système.
Mais globalement, hein, tout ce qui est rattaché au patriotisme et à la France est marginalisé. Donc effectivement, oui, c'était un comble d'artillerie totale. Et surtout, ce sont des gens qui sont allés manifester contre les conséquences. Enfin, si tu veux, ils ont manifesté contre la récolte de ce qu'eux-mêmes ont semé. C'est ça qui est étrange, tu vois. Et au bout d'un moment, il faut être cohérent. Moi, j'ai envie de dire aux gens, je veux bien que vous alliez manifester, mais arrêtez de voter comme des cons. Or, au départ, il faut voter quoi? C'est quoi? Ouais, parce que... Alors, bonne question. Il faut voter quoi? Il aurait fallu voter quoi? Alors, très bonne question. Alors, soit l'abstention, soit le vote Front National, si tu veux. Alors, je sais qu'on peut faire... Je suis pas le dernier, si tu veux, avoir des réserves sur le Front National. Pour moi, c'est un parti de gauche, républicain, qui veut les lumières et compagnie. Mais c'est pas le fond du problème, parce que si tu veux, le but d'un parti politique n'est pas d'avoir la pureté doctrinale. Et si tu veux, au bout d'un moment, il faut raisonner en termes politiques. Quand tu votes pour l'UMP, c'est que tu remets une pièce dans la machine. Tu vois. L'intérêt potentiel du vote Front National, je dis bien potentiel parce que le reste dépend de nous. Je vais t'expliquer. En 1789, qu'est-ce qui se passe? Convocation des États généraux. Les États généraux, c'est encore une institution de l'Ancien Régime. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une révolution? C'est que les députés des États généraux vont transformer les États généraux en constituantes. Donc là, à ce moment-là, on passe dans un nouveau paradigme. Il y a une sorte de coup d'État qui nous fait passer dans un nouveau paradigme. Tu vois. Bon. Donc on part d'un truc on ne peut plus légal, réunion des États généraux, pour faire autre chose. Bon. L'intérêt potentiel du vote FN, c'est que cela ouvre une brèche. Donc si tu veux, une victoire du Front National au présidentiel, par exemple, pourrait être l'équivalent, entre guillemets, d'une convocation des États généraux, c'est-à-dire un truc légal, mais si les États généraux restent les États généraux, c'est pas la peine. Tu vois. Après, il faut transformer l'essai, il faut se muter en constituante. Et ce sera le rôle de la nouvelle opinion publique de transformer l'essai et de faire comprendre au FN qu'il n'a pas intérêt à baisser son fut et à aller beaucoup plus loin que ce qui préconise dans ses programmes, si tu veux, à arrêter de travailler à la France, etc. Et pourquoi je te dis ça? On a en ce moment en Grèce officiellement un parti opposant. On voit qu'ils ont déjà tout lâché. Ah bah, il y a déjà des manifs contre eux. Ils ont déjà tout lâché. Ah ouais. Donc si tu veux, si le FN est élu avec un très bon programme sur le papier, et encore, j'ai des réserves si tu veux, peut-être qu'on en reparlera plus loin, mais que derrière, ils baissent leur fut parce qu'on leur met un petit peu la pression, aucun intérêt. Mais fondamentalement, pourquoi, ou plutôt comment faire pour ne pas baisser son pantalon face à cette oligarchie mondialiste? C'est très simple, il faut avoir, c'est pas la seule condition, mais l'une des conditions, c'est qu'on ait massivement l'opinion publique avec soi, et surtout que cette opinion publique soit consciente et chauffée à bloc. C'est-à-dire, dès que tu me trahis, sanction immédiate. Hein. Et quand je dis sanction immédiate, c'est pas forcément que dans les urnes. Tu vois? Donc, le FN peut être, la victoire du Front National peut être intéressante en ceci qu'elle peut être une convocation des États généraux qui serait un préalable à la proclamation de la Constituante. Je parle en métaphore, tu vois, pour que les gens comprennent. Donc, que te disais-je, la victoire du Front National peut être une fenêtre de tir pour la nouvelle opinion publique. Et un intérêt que peut avoir aussi une victoire du Front National, ça serait, si tu veux, de faire le nettoyage dans la superstructure française. C'est-à-dire que concrètement, on arrête les subventions aux associations antiracistes, si tu veux. Et si déjà on n'a plus d'associations antiracistes qui nous cassent les bonbons pour parler aussi poliment que se peut, c'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, on le donne à d'autres, ça se trouve, ils vont le donner au CRI, parce que là, ils sont partis, le Front National. C'est pas dit, hein. Moi, ce qui me fait peur, j'ai l'impression que le Front National, il est parti pour se républicaniser, entre guillemets. Ça, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans ce républicanisme, il fait beaucoup de concessions. Alors, beaucoup après, de concessions. Si tu veux, la question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est quel est le degré de sincérité des cadres dirigeants du Front National. Quel est le, si tu veux, plutôt, dirais-je, le degré de double jeu. On ne peut pas leur reprocher d'avoir un double jeu, ils n'ont pas le choix. Parce que sinon, ils sont carbonisés par le système. Donc, ils sont obligés d'avoir un double jeu. Maintenant, quel est le degré de sincérité, si tu veux? Et le problème, c'est qu'on ne voit pas tellement le petit clin d'œil qui nous fait comprendre qu'on est en train de rouler le système. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, moi je vois des poutres dans l'œil, j'ai l'impression qu'elle est en train de le faire à l'envers depuis quelques mois. On le voit pas trop. Ouais. Bon, après, moi, à titre personnel, si tu veux, moi, je place pas beaucoup d'espoir dans le Front National. Hein. Déjà, humainement, il m'impressionne pas tellement, tu vois.
C'est vrai qu'il y a une... Après, bon, c'est des gens qui ont des mérites, hein. Vraiment, je veux pas tout leur nier, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'ils sont très très loin, si tu veux, de la chevalerie militante à laquelle, dans l'absolu, j'appellerais, quoi. Tu vois. Et puis, ça se sent pas... Enfin, ça se jacobinise, quoi. Ah oui, beaucoup. Surtout ces derniers temps, je dis ça parce que plus on approche de l'élection, j'ai l'impression que Marine, elle veut se... tu vois, la laïcité... Elle a enveloppé le drap, justement, de la République à 100%. C'est la jacobinisation, la gauchisation du Front National. Tu vois, Marine Le Pen elle valide la laïcité. Elle a un discours de point de vue économique qui est un peu ringard, quoi. Hein. Tu vois, un petit peu ringard, tu vois, sur le néolibéralisme. Oui, je vois à peu près ce qu'on vise, mais dire que la France est un pays libéral d'un point de vue économique, moi, moi qui suis un technicien au quotidien du travail, ça me fait rigoler, quoi. Et quand on voit aussi les impôts qu'on paye, monstrueux, enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc si tu veux, il y a une certaine gauchisation du Front National qui m'inquiète. Et puis si tu veux, là où le FN est très fort, c'est sur l'immigration. Tu vois, en fait, non. Là où le FN est très fort, je vais te dire, c'est que pour les partis dominants, immigration, mondialisation et Union européenne sont bons pour la France. Pour le FN, en tout cas pendant un certain temps, c'était inverse. Donc là-dessus, quand on est intellectuellement honnête, on est obligé de dire que le discours du FN est meilleur. Tu vois. Après, ça va pas au bout. Et si tu veux, les enjeux fondamentalement des années à venir, je parle un petit peu violemment ou pas ? Vas-y. Bon, les enjeux des années à venir, c'est que la France ne doit pas devenir une république afro-jacobine. Tu vois. Et pour l'instant, après peut-être que je suis pas assez attentif, hein, mais je ne vois pas dans le discours et dans le programme du Front National ce qui empêcherait cette mutation de la France en république afro-jacobine. Fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? La remigration indispensable. On pourra peut-être après développer si tu veux, on en reparlera. parce que c'est un sujet capital. Et surtout dans lequel on caricature facilement, alors qu'en fait, bon, ça ne mérite pas cela. Mais bon. Donc remigration, réaffirmation culturelle de la France. C'est-à-dire la laïcité aux toilettes et on tire la chasse. Tu vois ? Réaffirmation culturelle de la France et surtout, il faut renouer avec l'héritage spirituel de la France. Tu vois ? Et ça veut dire vraiment un gouvernement quoi, catholique ? Ça veut dire que le premier article de la Constitution doit être « La France est une terre chrétienne ». Article 2, si t'es pas content, tu dégages. Bon, je suis un petit peu violent, mais d'ailleurs quand je dis ça, je m'adresse moins aux non-chrétiens qu'aux athées, qui nous cassent les bonbons, enfin aux laïcistes si tu veux. Parce que la religion qui a fait le plus de mal à la France, c'est le laïcisme, hein, bien entendu. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut réintroduire le référent chrétien dans nos institutions et dans nos lois. Mais ça, c'est pas demain la veille, je me fais pas tellement d'illusions. Bon, moi dans l'absolu, c'est vers ça que je tends, si tu veux, que mon action tend, très concrètement, parce que la France sans la croix du Christ n'existe pas. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est toujours un hexagone, il y a toujours des gens qui vivent dans cet hexagone, mais c'est autre chose, ce n'est pas la France, c'est la République des Lumières, mais ce n'est pas la France. C'est l'anti-France, donc, d'ailleurs. Donc voilà, que te disais-je ? Oui, donc ce qui a fait un partisan et aussi clasher l'oligarchie mondialiste. Le problème, c'est que tu vois, il faut être lucide. Hein. La politique, c'est aussi de la lucidité. Et c'est l'adéquation entre tes objectifs et tes moyens. Et quand on se ment pas trop, et d'ailleurs, là, les Grecs nous ont donné la démonstration, parce que je pense qu'ils avaient des bonnes intentions à la base, hein, Syrésia. Mais en fait, ils sont trop forts, pour l'instant. Et dire qu'on renversera l'Union Européenne dans 5 ans, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le préalable de l'effondrement de l'Union Européenne, ça sera l'effondrement de l'oligarchie anglo-américaine. S'il n'y a pas ce préalable, c'est très dur, très très dur à mon avis à l'envisager. Après, je ne suis pas prophète, et l'histoire, c'est aussi l'histoire de l'imprévu. L'histoire n'est que ça quasiment. Donc peut-être qu'il y aura des événements qui feront qu'on pourra se barrer beaucoup plus facilement. Peut-être qu'une chute de l'euro va. Oui, parce que regarde l'Union soviétique, ça s'est effondré comme ça. On n'y aurait pas cru. Et c'est pareil. Mais l'Union soviétique, il y avait aussi un affaiblissement, si tu veux, de l'oligarchie soviétique. Les mecs, leur armée tenait plus rien. Enfin, si tu veux, il y avait un affaiblissement du cours du pétrole, donc ils avaient le pognon rentré plus. Oui, c'était un peu, on va dire, pourri de l'intérieur. Voilà, tout à fait. Ouais, mais l'Union européenne,
nous qui la connaissons mieux, on sait qu'elle est quand même pourrie de l'intérieur sur oui, bien certains aspects. Alors, ça se voit pas peut-être encore, justement, ça échappe peut-être à la grande masse, mais nous, on sait très bien qu'il y a des côtés pourris dans cette Union européenne Bien entendu. qui peuvent être les côtés qui vont faire que ça va s'effondrer. L'euro en est un, bien pourri, mais, À mon avis, mais ils font tout pour le tenir. Ah bah, ça tient par là. Bien sûr. Alors après, encore une fois, tu vois, là, tu sais, là, je te parle avec les paramètres d'aujourd'hui. Peut-être que les paramètres de demain nous laisseront entrevoir de nouvelles perspectives. Oui, bien sûr, parce que ça va vite. Mais maintenant, imaginons que ça sera probablement pas le cas. Je pense que quand même, il y a une mutation des esprits qui fait que les choses seront très différentes en 2017 qu'aujourd'hui. Mais allez, faisons un effort d'imagination. Imaginons que le FN soit au pouvoir avec un peuple français qui a les esprits aujourd'hui. Fondamentalement, le FN n'aurait pas les soutiens dans la population française, les soutiens suffisants, dirais-je, pour aller clasher l'Union européenne. Je le vois pas. Sincèrement, et puis l'Union européenne est encore trop forte, hein, malheureusement. Parce que l'oligarchie anglo-américaine est encore trop forte. Mais par contre, ce qu'un FN pourrait faire s'il ne coûte rien, si tu veux, effectivement, la réaffirmation des valeurs chrétiennes, redonner redonner un rôle plus important à l'Église dans la société. Le problème, c'est que l'Église va tellement mal que, bon, j'ai un peu de difficulté à le dire. Mais les gens, quand je dis ça, je pense que les gens qui comprennent ce que je veux dire. Voilà, pour moi c'est la base. Mais ça doit passer par quoi ça, tu crois qu'on va l'imposer, parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'athées, beaucoup de gens qui... Exactement. Voilà, mais de toute façon, je vais te dire, le salut de la France est conditionné à la fidélité du peuple français à la croix du Christ. Alors je sais que quand je dis ça, je passe pour un dingo auprès des laïcistes, des naturalistes. Mais écoutez, lisez l'histoire de France, hein. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, quoi. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. On me dit Agbosi est un nom du sud de la France issu des Arabes. Déconne pas, Adrien, tu es un Arabe. C'est ce qu'ils disent. Mais je vais te dire, en admettant, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la simulation marche après un millénaire. Donc, c'est un très très bon argument pour la remigration, parce que bon, attendre un millénaire. Ça fait un peu long. Ça fait un petit peu long. Non, ça c'est provençal. Mon père est provençal. Ah, d'accord. On me dit. Je suis français depuis l'an 1 et je ne suis pas d'accord entre je suis d'accord avec tes idées ou je me casse. Non, je suis ici depuis 1789 et même avant. Si tu es pas d'accord, va-t'en, mais où, il dit. J'ai pas tellement compris. En fait, il dit qu'il lui il est pas d'accord, mais que s'il est pas d'accord avec tes idées, il va aller où alors? Il dit. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être pas d'accord avec mes idées? Ouais, voilà. Il dit, de quelle idée précisément, si tu veux? Après, si c'est très simple. Bah, la France chrétienne que tu avais dit. La France, je crois que c'est c'est un pléonasme, ça. Je veux dire, la France chrétienne, c'est un pléonasme. Je veux dire, c'est comme si tu me parles de l'Arabie Saoudite bouddhiste. Non, elle n'est pas bouddhiste, elle est musulmane, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Israël, c'est juif, c'est comme ça. L'Inde, c'est hindou, c'est comme ça. Le Japon, c'est shintoïste, c'est comme ça. La France est chrétienne. Si les gens ne veulent pas que la France soit chrétienne, et ça existe, ça s'appelle la gauche. Hein, ça s'appelle l'anti-France, la République des Lumières. Ben dans ces cas-là, vous êtes des jacobins. C'est votre droit de l'être. Moi, je suis pour le pluralisme et ça ne me dérange pas que des gens ne pensent pas comme moi. Par contre, on n'est pas dans le même camp politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, la République des Lumières, je m'en tape. D'accord? Je m'en tape et j'appelle ça l'anti-France dans mon projet en vidéo. Ah oui, justement, j'avais vu une question tout à l'heure aussi, justement, sur la gauche, où il te demandait, voilà... Voilà, l'invité marque souvent son désamour de la gauche PS. Cependant, existe-t-il selon lui une gauche acceptable dans l'histoire politique française? La gauche c'est l'anti-France. À aucun moment, il n'y a même pas une gauche acceptable, même Jaurès. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que c'est la gauche? La gauche, c'est le camp politique qui veut substituer au socle civilisationnel français un autre socle civilisationnel. On remplace les racines chrétiennes par les Lumières, si tu veux. La gauche est née à la Révolution. Comment? On fait voter l'Assemblée sur la question du veto royal. Les opposants à l'autorité royale vont à gauche, ceux qui supportent l'autorité à droite, l'autorité royale vont à droite. Ceux qui soutiennent l'autorité royale vont à droite. D'accord? Donc, d'un côté les Lumières, de l'autre la tradition. Après, la droite a été effacée de l'échiquier politique à diverses reprises, à diverses périodes de l'histoire de France. Tu vois. Par exemple, sous le Second Empire, à partir du début du XXe siècle, elle n'existe plus dans l'échiquier politique français, mais elle existe encore dans la société française. Avec l'épuration de 1944, la gauche a essayé d'assassiner, physiquement parlant, les cadres de la droite, les châtelains,
les royalistes, etc. C'était de l'assassinat physique, hein, l'épuration, ça a été très pensé, il ne faut pas le croire, hein, c'était pas tombé du ciel. Hein. Donc la droite a pris un coup sur la tête parce qu'on l'a assassiné physiquement, en partie, à cette époque-là. Donc quand les gens de gauche me donnent une leçon de morale, je rigole un peu. Mais elle est en train de se réveiller là. Mais donc la ça veut gauche... dire quoi, la droite qui nous était présentée comme la droite, c'était quoi, du centre-droit? C'est pas de la droite? Ah non, mais attends, la droite... Ah oui, alors, ce qu'on appelle la droite aujourd'hui, comme tu dis, effectivement, oui, c'est du centre-droit, c'est-à-dire que ce sont les héritiers de ce qu'on a appelé les orléanistes, si tu veux. Mais le centre-droit, qui a émergé sous la monarchie de Juillet, n'est plus la droite, puisque le socle... Ils estiment que le socle de la société française doit être les Lumières, ça ne doit plus être les valeurs chrétiennes. La vraie droite, pour moi, c'est les légitimistes, c'est les ultras, ce qu'on appelait les ultras sous la Restauration, les légitimistes. Et puis après, bon, il y a un vieux monsieur aussi qui a essayé à un moment de la restaurer un petit peu, mais il y a eu des problèmes. Tu vois de qui je parle? Oui, mais ça veut dire quoi donc la droite, c'est le général Végan. Général Végan, ça c'est la droite. Lisez la critique que Végan fait de la Troisième République dans un texte du 28 juin 1940, et franchement, si vous êtes intellectuellement honnête, vous validez quasiment tout. Hein. Il y a quasiment tout dedans. Critique de la maçonnerie, de la naturalisation massive, retour de Dieu à l'école, enfin il y a tout quoi. C'est Dieu, famille, patrie, hein. C'est la petite formule qu'il a dégagée dans ce texte. Et pour moi c'est l'incarnation de la France ce mec. Enfin, Végan, vous voyez sa tête quoi. C'est ce qui émane de lui, ça sent la France. Alors ça veut pas dire que tout ce qui vient de la gauche est de la merde intellectuellement parlant. Il peut y avoir des critiques du capitalisme intéressantes, des critiques sociologiques intéressantes, aucun problème. Mais la gauche n'a pas les remèdes à nos maux. Pourquoi? Parce que la gauche est par essence déracinée, et la gauche est par essence matérialiste et athée, si tu veux. Or, ce qui va redonner du goût à notre vie, et du sens à notre vie, et même la possibilité de la vie, devrais-je dire, c'est renouer avec l'enracinement et avec la croix du Christ. C'est ça. Et ça, la gauche, tu leur dis ça et ils pètent un câble, si tu veux. Oui, ils sont anti-religieux, la gauche, foncièrement. Fondamentalement. Ouais. Ouais, fondamentalement. C'est l'anti-France. La gauche est l'anti-France. Je veux dire, ça, c'est la base. Hein. C'est le premier article du credo politique du militant français traditionnaliste qui pense bien et qui veut défendre les intérêts de son pays. C'est la gauche est l'anti-France. De toute façon, il faut juger l'arbre à ses fruits. Rappelle-toi ce rapport sur l'intégration qu'on a essayé de nous coller il y a un peu plus d'un an. Oui, je me rappelle. Les gens qui ont écrit ce texte reprochaient donc à l'éducation nationale, comme si elle n'était pas suffisamment à gauche, reprochaient notamment au manuel de ne pas parler suffisamment de personnages historiques qui ne soient homosexuels, bisexuels ou issus de l'Afrique, qui n'évoquaient pas les racines arabes de la France. J'ai envie qu'on parle aussi des racines guatémaltèques de la Chine, moi, tu vois, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'on veut donc substituer un socle civilisationnel à un autre socle civilisationnel, tu vois. La gauche veut transformer la France en République des Lumières. La gauche veut transformer le peuple français en peuple jacobin. Donc si tu veux, la République, la déchristianisation, l'antiracisme, la xénophilie, l'Union européenne, tout ce qui a été promis par la gauche depuis 200 ans, n'a été fait que dans l'optique de transformer le peuple français en un peuple jacobin. L'homme nouveau promis par les Lumières. Cet homme qui doit naître par l'abolition du passé, ce nouvel Adam. Tu vois, c'est ça l'objectif de la gauche, c'est créer un nouvel Adam. Créer un homme nouveau. Tu vois, je te parle beaucoup de mon prochain bouquin, là, tu vois, en exclusivité sur Méta TV. La gauche veut créer un homme nouveau. Et donc la gauche veut la mort de la France parce que la création de l'homme nouveau passe par la mort de la France. Et il faut lire le livre de M. Vincent Payon, La Révolution française n'est pas terminée. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il nous évoque que l'école doit être un lieu de transsubstantiation pour créer des républicains. Républicain, ça veut dire jacobin. Républicain, ça ne veut rien dire dans l'absolu. Ça veut dire qu'il veut créer des jacobins, tu vois, coupés de leurs déterminismes sociaux, coupés de leurs déterminismes familiaux, régionaux, culturels, religieux. Et d'ailleurs, on a ce cher Raphaël Glucksmann, tu as eu sa petite sortie sur Canal+, dans lequel il nous a dit « Mais l'école, c'était fait pour déraciner les gens de leur terroir et de leur clocher. » Eh bien oui, monsieur Raphaël Glucksmann, vous avez parfaitement compris quels étaient les buts de l'école républicaine, ou qu'on devrait plutôt appeler de l'école jacobine. C'est ça, c'est transformer des Français en jacobins. Eh bien moi, je ne veux pas être un jacobin, je suis fidèle à la France. Ce qui m'a pétri, c'est la France, c'est la littérature française, c'est l'histoire de France. Et être un jacobin, ça ne m'intéresse pas.
Voilà. On me dit pourquoi ne pas faire une vraie démocratie sans élite politique, une démocratie par le peuple et pour le peuple. Parce que la création qu'a voulu le bon Dieu n'est pas conforme à ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux. Nous sommes égaux juridiquement. En droit, nous avons les mêmes droits. Mais nous ne sommes pas égaux en compétences, nous ne sommes pas égaux en mérite, etc., etc., etc. Et dans tout groupe humain, il y a une élite, ou à défaut d'élite, entre guillemets, des leaders qui se dégagent. Tu vois ? Nous ne sommes pas égaux, au sens égalitariste, si tu veux. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas, si tu préfères, nous ne sommes pas similaires. Nous ne sommes pas similaires. La création est diverse. C'est comme ça. Et il faut savoir accepter la hiérarchie. Je te parlais des choses à faire pour refaire la France. Le truc prioritaire, c'est réinstaurer la notion de hiérarchie. Et la hiérarchie n'est pas la soumission bébête, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas caricatural, la hiérarchie. Donc, la démocratie, bon, j'ai rien contre, hein, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Et pour marcher droit, un peuple a besoin d'une hiérarchie et a besoin d'une élite. Pas d'une oligarchie, d'une élite. Je préfère ce terme. L'oligarchie, si tu veux, c'est l'aristocratie qui a dépéri, quoi, si tu veux. Qui s'est dénaturée. Un peuple a besoin d'une aristocratie. Et ce dont la France souffre aujourd'hui, c'est d'avoir des élites défrancisées, qui ne défendent pas les intérêts de la France comme les élites françaises l'avaient fait des siècles durant auparavant. C'est des élites quoi, mondialisées, on peut dire. Car jacobinisées. Pourquoi les élites françaises ont adhéré au mondialisme ? Parce qu'elles ont senti que par le mondialisme, elles pouvaient poursuivre leur objectif d'homme nouveau. Et le mondialisme actuel, si tu veux, c'est la poursuite de l'idéologie des Lumières, mais à plus grande échelle. Toutes les critiques que je fais sur la République des Lumières, tu peux les transposer à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'Europe des Lumières, c'est pas l'Europe des réalités, c'est l'Europe des Lumières. C'est-à-dire que c'est une Europe désincarnée, une Europe abstraite, qui n'a plus de référent culturel, qui ne veut plus faire référence aux âmes des peuples européens. L'Union européenne est aussi froide que la République française. Elle ne correspond pas du tout, elle n'est pas la traduction culturelle si tu veux, des aspirations des peuples. Ouais, on nie complètement même l'histoire européenne, Bien sûr. Les rapports, les relations entre les pays telles qu'elles sont. Voilà, tu vois, c'est une Europe sans passé. C'est une Europe sans passé. Et d'ailleurs, on a... c'est ça le paradoxe, si tu veux, c'est que l'Union européenne nous vend une unité européenne, mais elle nie la seule valeur qui est le véritable ciment commun de l'Europe, qui est le christianisme. Tu vois ? C'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est que... Parce que, tu sais, le philosophe allemand Habermas nous disait que l'Europe doit créer un patriotisme constitutionnel. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Un patriotisme constitutionnel. Et tu ne crées pas l'amour d'un pays en fonction du droit. Ce qui te fait aimer la France, c'est pas le code du commerce ou le code général des impôts. Tu vois, il faut être un débile mental de gauche pour penser ça. Tu vois, c'est un pléonasme, hein, ça aussi, hein, d'ailleurs. On pourrait peut-être faire des amis, ouais, c'est pas très grave. Pas d'ennemi, pas d'honneur. Hein. Donc, voilà. Mais, enfin, en fait, c'est d'une telle connerie. Je me dis, ce mec-là a fait 15 ans d'études de philosophie. Officiellement, c'était un grand philosophe de notre temps. Comment on peut en arriver à des conneries pareilles, tu vois ? Faut vraiment le cerveau déréglé, tu vois, par les Lumières pour en arriver à de telles conneries. Non, on n'aime pas un pays en raison de ses lois. On aime son pays en raison de son patrimoine, en raison de son passé, de ses hauts faits, de son histoire, de ses grands hommes, aussi dans la France, pour ce qu'elle a fait pour la croix du Christ, etc., etc., etc. Moi, personnellement, c'est pas le code du travail qui m'a fait aimer la France. Ouais. J'imagine bien. Alors, on me dit, que pense Adrien de la proposition de Éric Fiorile de prendre le pouvoir directement et sa constitution provisoire ? Je connais pas ce projet-là. Je le connais pas. D'accord. Je ne peux pas me prononcer sur ce monsieur. C'est peut-être très intéressant, mais je connais pas. D'accord. Bon, on demande où est-ce qu'il y a un blog où on peut te suivre. Déjà, il y a des gens qui demandent déjà. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sincèrement, sur Google, tapez-on. Ouais, Si sur vous êtes Facebook. un peu curieux. Alors, on me dit, la France, c'est l'anti-Gaule. Pourquoi ne pas remonter à l'époque celte ? C'est l'anti-Gaule des Gaulois. C'est Van Opape qui nous dit ça. La France, c'est pas l'anti-Gaule. Qu'est-ce que c'est la France ? Comment est née la France ? La France est née par la fusion entre les Francs et le peuple gallo-romain. Et quel est le ciment de cette fusion ? C'est le baptême de Clovis. C'est le christianisme. Donc c'est pas l'anti-Gaule. C'est l'étape d'après, si tu veux.
C'est un petit peu comme, si tu vois, le papillon qui devient... Enfin, c'est la chenille qui devient papillon. Voilà, tout simplement. La Gaule, ce sont les racines anthropologiques. Dans mon prochain bouquin, tu vois, je te parle des socles civilisationnels. Quel est le socle civilisationnel français? J'évoque une anthropologie celte, gauloise, une culture gréco-latine et la spiritualité catholique. C'est ça, le cœur de notre civilisation. Ça ne veut pas dire que parce que tu as des ancêtres visigoths et non gaulois, tu ne peux pas être français. Ça veut dire juste une chose. Le bateau France, il est fondé à partir de ces mâts-là. Si tu veux faire partie de notre équipage, tu n'es pas forcément obligé d'être à 100% comme ces mâts-là. En revanche, le bateau sur lequel tu es, il est comme ça, et tu ne dois pas essayer de le changer. Le bateau France, c'est ça. Il y a un équipage qui est déjà là, qui vit pour ça, qui a hérité de ça, qui veut le transmettre. Donc si tu veux faire partie de ce bateau, il n'y a pas de problème. En revanche, tu touches pas au bateau. Les gens qui disent que le peuple français est un peuple raciste, antisémite, homophobe et je sais pas quoi, sont des connards. D'accord ? Le peuple français n'est pas racialiste, il n'est pas raciste. En revanche, je utilise une petite expression du ghetto, il n'aime pas qu'on prenne la confiance. Voilà, tu vois. Il est comme tout le monde d'ailleurs, parce que c'est comme ça sur la planète entière, hein, soit dit en passant. Hein. Donc voilà, il faut respecter le bateau France tel qu'il est. Et si tu veux, les trois éléments qui ont fait la France, notre civilisation en premier lieu, c'est anthropologie celte, culture gréco-latine, spiritualité catholique. Il suffit de lire l'histoire de France pour le voir. Et c'est ça que la gauche ne supporte pas, et c'est ça qu'elle veut flinguer. Et toi, tu penses que vraiment la gauche, c'est... Mais ils en sont pas conscients, tous ces gens de gauche, là. Alors, la plupart n'en sont pas conscients parce que ce sont des crétins, complètement déracinés. Je pense que vers la rue Cadet, on en a un petit peu plus conscience. Voilà. Bon, ça va faire plaisir à tous les gens de gauche. On me dit, Adrien, à votre avis, que là, oui, que cache la loi 49.3, quel est le but réel? La loi 49.3, c'est pour faire passer les lois sans débat à l'Assemblée. Sincèrement, c'est pas très choquant. Hein. Je vais dire, le Premier ministre qui a le plus utilisé le 49.3, c'est Michel Rocard. C'est Michel Rocard, et c'est... statistiquement, je crois qu'il l'utilise plusieurs dizaines de fois. Donc, tu vois, c'est sincèrement rien de très choquant, quoi. Hein. Ceci étant, ce qui est rigolo avec la loi Macron, parce que la loi Macron, si tu veux, elle est très... significative de la médiocrité de notre système tant politique que médiatique, c'est-à-dire qu'on en a fait tout un truc. Moi qui la connais de près, parce que tu vois, en tant que technicien du travail, j'ai besoin d'être au courant. C'est du vent. C'est du vent, la loi Macron. C'est que des micro-mesures. Enfin, il y a aucune grande réforme qui a été engagée. Le truc qui pouvait être un petit peu... qui pouvait être un véritable changement, si tu veux, c'était les nouvelles dispositions concernant les professions réglementées. On a tellement mis de dérogations et contre-dérogations qu'au final, le principe que Bruxelles voulait nous imposer d'ailleurs, parce que la loi Macron, c'est un sucre qu'on donne à Bruxelles en contrepartie de... D'accord, c'est des concessions qu'on leur donne, qui demandent depuis longtemps. C'est qu'en gros, vous ne faites pas chier avec nos déficits pendant 2 ans, puis en échange, on réforme. Donc, c'est un sucre qu'on a donné à Bruxelles. Mais en vérité, c'est du vent, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Et donc quand tu vois quand notre classe politique est surexcitée, quand on voit la dramatisation de l'enjeu par Manuel Valls, si tu veux, on avait l'impression que les Allemands étaient au bord des frontières des fois, hein, tu vois, tellement... Enfin bref. Tout ça est vraiment symptomatique de la nullité de la classe politique et médiatique française, quoi, parce que c'est rien. Et je me dis, si vous vous excitez pour ça, quand le coup de pied au cul... quand les vrais événements arriveront, si tu vois ce que je veux dire, oh là, qu'est-ce que vous allez prendre cher, quoi. Ouais. Là, vous n'allez pas capter. Hein. Alors, on me dit, Adrien, que penses-tu de Pierre-Joseph Proudhon qui se revendique de gauche et patriote en même temps? Il y a très longtemps que j'ai pas lu Proudhon. J'ai lu ça vers 2006-2007. Proudhon, alors moi, ce que j'ai retenu de Proudhon, c'est déjà un très beau style. Il écrit très 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 bien. Très 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 bien. J'avais lu ses bouquins sur la propriété. Je suis pas du tout un spécialiste de Proudhon. Mais il est revenu vers le christianisme, Proudhon. Hein. Proudhon, il est revenu en grande partie de la gauche. Hein. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et je suis pas certain qu'il se revendique de la gauche à proprement parler, Proudhon. Mais auteur à redécouvrir, je pense. On me dit, alors il y a pas mal de réactions évidemment, mais l'invité parle-t-il du christianisme de la source, c'est-à-dire
Moyen-Orient ou le christianisme du Vatican, qui semble objectivement un christianisme dévoyé, et ça depuis le Non, début. mais ça, c'est n'importe quoi. Ça. Là, si tu veux, c'est quelqu'un qui vit pas sur une planète que moi. Là. Je sais pas quoi répondre. Tu vois. C'est la critique qu'on peut faire du Vatican, c'est sur la question de Vatican II. Mais si tu veux, moi, je ne me sens pas la compétence d'une part, même si j'ai mon opinion sur la question, comme tu peux t'en douter, je pense que tu devines laquelle elle est. Mais je ne suis pas un homme d'église. Donc c'est pas moi qui réformerai l'église de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà quoi. Et tu vois, bon, il y a des gens qui jouent au théologien sur Dailymotion YouTube. Ouais. D'ailleurs, il rajoutait une autre chose. Il disait aussi, et si les racines arabes ou plutôt islamiques sont réelles et que c'est l'Église en partie qui a fait en sorte de les cacher en réécrivant l'histoire. Les racines de quoi, Non mais ça, on parle de quoi là ? Bah en fait, les racines arabes de l'Église. Oui, en fait, il parle plutôt de l'apport technologique des Arabes. Mais ça n'a absolument rien à voir. Ah voilà, c'est autre chose. Je pense j'imagine Pipo, il parle de ça. La question, si tu veux, si tu parles des sciences et compagnie, c'est une question qui est complètement autre. Sincèrement, je suis pas spécialiste du sujet, donc j'ai pas grand chose à dire. Après, que les Arabes aient apporté des bonnes choses, je veux bien le croire, hein, scientifiquement parlant. Même si j'ai un peu montré, tu vois, ces derniers temps. Alors, on me dit, si Abosi arrive au pouvoir, est-ce que Tepa devra choisir entre la valise ou le cercueil ? Non, mais tu vois, ça qui est très intéressant. Ça qui est très intéressant, c'est que ça me fait. Je suis pas très fan de François Mauriac. Je suis pas très fan de Mauriac, mais il a une très bonne phrase. Il disait au sujet de ses adversaires, attends, laisse-moi la retrouver. Ils ne répondent pas à nos arguments, mais c'est aussi Dieu aussi qu'ils nous prête. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois. Et non, mais Tepa. Pour reprendre l'exemple de ce cher monsieur, de ce cher métanote, est acquis à la cause française. À ma connaissance, tu ne veux pas jacobiniser la France, donc moi j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Tu respectes ce que j'appelle, moi, cette notion à laquelle je suis très attaché, qui est l'héritage spirituel de la France. Mais quand je dis spirituel, ça englobe beaucoup plus globalement le patrimoine, ça englobe nos châteaux, ça englobe nos villages, enfin tu vois, c'est... Voilà. Donc non, c'est pas une question... Moi je ne suis pas racialiste. Je sais que je surprends beaucoup de gens en disant cela. Je ne suis pas racialiste, si tu veux. Après, je prends les transports en commun. Tu vois. Donc moi, la réalité de l'immigration, du multiculturalisme, je la connais, les mecs. Ok ? Faut pas me raconter d'histoire. Je ne suis pas un puceau du réel de ce point de vue-là. Donc, je constate que beaucoup de gens issus de l'immigration sont de fait hermétiques, complètement hermétiques. C'est hors sujet, quoi, si tu veux. À ce que j'appelle, moi, l'héritage spirituel de la France. Tu sais, moi, il y a des gens qui sont issus du Maghreb, qui viennent me voir pour se convertir. Ils me disent, est-ce que vous connaissez un prêtre, voilà, qui viennent me voir pour faire des démarches administratives, pour changer leur prénom, pour franciser leur prénom. Écoute, moi, ces gens-là, je ne les rejette pas. Tu vois, ça ne veut pas dire que j'ai envie que la moitié de l'Afrique débarque en France. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je n'ai pas de démarche racialiste. Quand quelqu'un est acquis à la cause française, je me fous qu'il soit d'origine X ou Y. Seulement, je veux qu'il soit vraiment acquis à la cause française. Tu vois. Et je constate qu'il n'y en a pas autant qu'on le... Déjà chez les Français de souche, il n'y en a plus tant que ça, puisqu'il y a une jacobinisation d'une partie du peuple français de souche. Tu vois, un Antifa, par exemple, est un Français de souche, à la base, mais il s'est transformé en jacobin. Tu vois. Pour moi, les gens de gauche, quand je dis gens de gauche, je parle pas des gens qui ont voté Hollande parce qu'ils en avaient marre de Sarkozy. Je parle vraiment, tu vois, des bobos convaincus, des antifas convaincus, des gauchistes convaincus, des cocos convaincus, etc. Pour moi, ce ne sont pas des Français. Et je le dis sans provocation, ce ne sont pas des Français. C'est-à-dire que la civilisation qui est la leur, ou qu'ils veulent faire triompher sur mon territoire, n'est pas la même que la mienne. C'est quoi ? Ce sont des Jacobins. Des Jacobins, c'est ça qu'on pourrait les appeler. Ce sont des Jacobins. Ce sont des Jacobins, c'est-à-dire que déjà leur conception de l'individu n'est pas la même. Pour moi, un individu est avant tout un héritier. J'ai hérité de quelque chose. J'ai hérité d'une culture. Pour eux, pour un Jacobin, pour le nouvel Adam issu des Lumières, un individu ne se structure que par l'acquis. Il n'y a pas d'inné, il n'y a que de l'acquis. Tu vois, j'étais dans un cercle restreint, je faisais un petit débat privé il y a quelques semaines de ça, et j'avais face à moi quelques gens de gauche, et ils me disaient, mais pour moi, l'Algérien qui est né en France, il a autant de droits sur moi il a autant de droits que moi sur le pays. Je dis, effectivement, si tu es de gauche, et si tu ne te structures que par l'acquis, et lui aussi, il a autant de droits que toi. Effectivement. Mais dans ma vision à moi, nous sommes des héritiers.
j'ai quelque chose de plus que l'Algérien qui est né en France, c'est que je suis un héritier de cette terre. On me l'a transmis et je veux le transmettre. Et ça, c'est supérieur, si tu veux. Imagine que tu es un aristocrate qui a un terrain et que des Roms viennent dessus. On peut très bien dire, ils y habitent comme toi, ils ont autant de droits que toi dessus. Non, ils n'en ont pas autant. Parce que moi, ce terrain, je l'ai hérité et je veux le transmettre. Et un auteur antigaulliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle René Rionnier, qui a écrit un livre que j'adore, qui s'appelle Réquisitoire contre le mensonge. Il donne pour moi la meilleure définition de la patrie. La patrie, c'est la synthèse des ancêtres et des générations à venir. Rien à dire. Pour moi, c'est la définition parfaite de la patrie. Nous sommes des héritiers. Et ça, c'est ce que la gauche ne veut pas voir. La gauche veut effacer cette notion d'héritage. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas de pognon, je ne parle pas de patrimoine. Je parle de tout ce qui est transmis culturellement, spirituellement. À la gauche, je veux effacer cela. Nous ne devons pas être des héritiers, nous devons être des déracinés. Lisez Vincent Payon, si vous avez des doutes, il y a tout dedans. Et si tu veux, par exemple, je m'adresse aux chrétiens. Quand on est chrétien, il faut se faire baptiser. Pourquoi ? Pour effacer le péché originel. Et pourquoi nous devons effacer le péché originel ? Parce qu'il nous a été transmis par Adam. Donc nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Et j'espère, dans les années à venir, à mon échelle, c'est pour ça que j'espère que je ne serai pas le seul, réintroduire cette idée que nous sommes des héritiers. Nous sommes les héritiers de la civilisation française. Il suffit de tendre les mains pour en bénéficier. Et notre mission, d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain, c'est de le transmettre à nos enfants. L'un des sens de la vie, d'un point de vue matériel, c'est la transmission. Il faut réhabiliter cette notion de transmission, d'héritage et, en vérité, d'enracinement, si tu veux. Mais est-ce que l'Algérien, on va dire, qui est né en France, justement, est-ce qu'il hérite pas de fait au sens où s'il choisit d'être français, il prend l'héritage. En fait, c'est un peu comme si on lui dit l'héritage il est là devant toi, est-ce que tu le veux ou pas ? C'est un peu tu le veux. Ouais, mais moi je vais te dire, mon ressenti du quotidien, c'est que le maghrébin de base qui vit en France, il s'en tape, sincèrement. C'est hors sujet pour lui. Et quand je dis ça, c'est même pas une critique. C'est que moi. Il y en a beaucoup pour qui sont jugés, mais il y en a d'autres. Imaginons que je sois né, que je sois fils d'ambassadeur né au Venezuela, si tu veux, et je ne voudrais pas me vénézualiser. Tu vois ? Oui. Donc je ne critique même pas quelqu'un qui veut conserver la culture de ses parents. Je viens de te dire, nous sommes des héritiers et il faut transmettre. Donc je ne critique pas ceux qui veulent rester comme ça. Après, moi ce qui me casse les bonbons, c'est le double discours, si tu veux. C'est j'ai choisi la France. En revanche, rien dans mes mœurs, rien dans ma façon d'être, rien dans ma culture ne vient de la France et n'est français. Comment tu veux que je te considère comme un Français si rien en toi n'est français ? C'est bien beau de dire je suis français, je suis patriote, et j'aime la France, mais si derrière il n'y a rien de français, je ne peux pas te considérer comme un Français. C'est tout. Et là, c'est pas une question de racisme, antiracisme ou tout ce que tu veux. C'est-à-dire que si, reprenons mon exemple, j'étais un blanc né en Chine, et pour me faire considérer par Chinois pour les Chinois, pour me faire considérer comme un Chinois par les Chinois, je pense qu'il aurait fallu que déjà j'ai une maîtrise parfaite de la langue, que j'ai les fringues locales, que je connaisse les coutumes. Et c'est évident. Et on définit un individu à la culture qui est la sienne, et aux mœurs qui sont la sienne, et tout ce qui en découle. Et ce que je dis là, qui aujourd'hui est un propos d'extrême droite, pour moi, c'est de la logique, ouais. Non, mais c'est le bon sens, enfin, c'est l'évidence, quoi. Tu vois, c'est l'évidence. Donc cet Algérien qui est né en France, il peut aller à la cause française. Et je vais te le dire, j'en connais. Je te dis, j'en connais, tu vois, qui ont fait cette démarche. Je constate simplement une chose, c'est qu'ils sont ultra minoritaires. Ultra minoritaires. Oui, ils sont minoritaires dans la communauté pour le moment, mais ils existent quand même. C'est une ils existent tout à fait. Mais si tu veux, il y a à peu près... Elle, pour le coup, il n'y a pas de discours. C'est « je ne vous aime pas oui. », et c'est comme ça. Par contre, là où elle n'est pas cohérente, c'est qu'elle ne devrait pas rester en France. Parce qu'elle a un tel degré... Oui, pour aller au bout de sa logique. Voilà, c'est qu'elle a un tel degré de détestation de la France, si tu veux, qu'au bout d'un moment, il faut être cohérent. Oui. C'est que, alors, soit, si tu veux... comment te dire ? Concrètement, à partir du moment où tu es sur un territoire A, que à la moindre occasion venue,
tu craches à la gueule de ces territoires A. Si tu ne rentres pas, ou si tu ne vas pas dans un territoire B, fondamentalement, c'est que tu restes, pourquoi ? Pour nuire. Et tu sais, je pense toujours à ce morceau du groupe Sniper. Ouais. Bon, c'est de la merde, hein, c'est du rap, hein, donc Oui, c'est... désolé, on connaît ton amour du rap. Et peut-être qu'un jour le beau rap existera. Enfin, si tu veux, ces gens-là m'ont pas appris à aimer le rap en tout cas. Hein. Ils ont fait un morceau qui s'appelle La France, dans lequel ils leur disent on va crever, mais on va leur laisser un maximum de séquelles. Donc si tu veux, il y a un côté de haine pure là-dedans. Et moi, ce qui me surprend, si tu veux, avec les gens issus de l'immigration, c'est que c'est très très rare quand il y a une autocritique, quoi. C'est très très rare. Et en fait, beaucoup d'entre eux, ou un certain nombre, ont un ressentiment colonial très fort. Et même quand, d'un certain point de vue, ils aiment la France et ils ont envie d'aller vers elle, ils sont traversés par des courants contraires et on sent qu'il y a un ressenti colonial qui est très pesant. En particulier chez certaines communautés que je ne dis pas parce que j'ai pas envie de parler avec la justice, mais tout le monde de qui je parle. Voilà, on sent que le ressenti colonial pèse très lourd, pèse très 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 lourd. Voilà. Et il n'y a pas d'autocritique, quoi. C'est ça qui est dingue. Hein. Alors que nous, en France, on est quand même le pays de l'autocritique par excellence, mais je dirais même qu'on va un petit peu trop dans l'autocritique qui se transforme en autoflagellation. En autoflagellation. Ouais. Certains parlent d'ethnomasochisme, on en reparlera juste après la pause. La régie, elle est prête, c'est sûr. Voilà, évidemment. Donc, on fait la petite pause et puis on revient juste après. Je vous ai pas oublié, il y a vos questions, on va les prendre aussi. À tout de suite. Voilà, donc de retour, toujours sur la libre antenne, toujours la saison 2, toujours avec Adrien Abosi. Voilà, je regarde un petit peu, il y a pas mal de questions différentes. Il y en a par exemple qui me disent, j'ai trouvé une question marrante, il me dit, est-ce que selon vous la France va devenir anti-sioniste ou anti-musulmane ? Sincèrement, si tu veux, la question sioniste-antisioniste est tellement hors sujet par rapport aux intérêts de la France, enfin par rapport à l'âme de la France, aux intérêts de la France. J'ai rien à répondre à ça, quoi. Je veux dire, c'est anti-musulman, non. Il n'y a pas besoin d'être anti-musulman ou tout ce que tu veux. Comment te dire ? Déjà, un truc qui est très intéressant, si tu prends Riposte laïque. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il condamne l'islam au nom de la République. Aucun sens. Aucun sens. C'est précisément les Lumières qui ont permis la venue massive d'Africains en France. Parce que tu sais, on parle beaucoup des musulmans dans les républiques. Ça ne veut rien dire, musulmans. Il y a des Français de souche qui se convertissent à l'islam. Mais quand on parle des musulmans, on ne parle pas d'eux, très souvent. On parle du mec, tu vois, du primo-arrivant, du blédard de wesh wesh, tu vois ce que je veux dire. Moi, je ne raisonne pas en termes musulmans. Ce qu'on appelle l'islamophobie actuelle, en réalité, c'est, comment te dire ? C'est l'autorisation de critiquer les Maghrébins. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de critiquer les Maghrébins en les appelant les Maghrébins, parce que ça serait du racisme. En revanche, tu peux les critiquer en tant que musulmans, parce qu'on a le droit de critiquer leur religion. Tu vois ? Mais moi, fondamentalement, les canons théologiques de l'islam, je m'en fous. C'est hors sujet pour moi. Si des gens ont décidé d'y croire, c'est leur problème. C'est leur problème. D'accord ? Moi, je préfère qu'ils soient chrétiens à titre personnel. Mais si eux ont décidé d'être musulmans, d'avoir ces canons théologiques-là, c'est leur affaire. Tu vois ? Les problèmes posés par le multiculturalisme, en fait, si tu veux, là où je veux en venir, c'est que l'islam, c'est le vernis de l'africanisation. Tu vois ? Tous les Africains ne sont pas musulmans, bien entendu. Bien entendu. Mais en vérité, l'islam, si tu préfères, c'est le vernis des problèmes du multiculturalisme. C'est pas le fond du problème. Mais de toute façon, l'islam, il est en France. On va dire, il y a une présence d'une communauté musulmane très importante à cause de l'immigration. C'est l'immigration. On peut pas, en fait, dissocier les deux phénomènes parce que la gauche essaie de dissocier. Mais en revanche, c'est un peu schizophrénique. C'est complètement. Et puis même, je veux dire, c'est nous prendre pour des cons. C'est nous prendre pour des cons. Et tu sais, Laurent Ozon s'était fait interviewer par Riposte laïque et il avait une très bonne formule. Et il disait que l'islam est un problème que pour les personnes qui estiment que les musulmans donc ils ne visent pas les Gaulois convertis, mais ils visent donc les populations sur l'immigration. Donc l'islam n'est un problème que pour les gens qui estiment que ces populations-là doivent rester en France. C'est tout. Donc si tu veux, la France n'est pas anti-musulmane. La France a son identité, si tu veux. Dans son identité,
Il y a le christianisme, et ça ne veut pas dire qu'on doit haïr l'autre au motif qu'il a une religion différente. De même que la France ne va pas devenir anti-hindou, hindouiste. Tu vois, ça n'a aucun sens, ou anti-bouddhiste. Ça n'a pas de sens de dire ça. En revanche, nous avons une identité et nous attendons à ce qu'elle soit respectée, tout simplement. Mais au bout parce que là, on va dire 200 ans de République, est-ce qu'ils n'ont pas mis à bas cette chrétienté? Parce que moi, je voyais, on me posait la question, on me dit, mais comment on va la remettre, par exemple? Il disait, moi, je crois pas en Dieu, bon, voilà, je veux bien, mais comment je fais? Chacun est libre de ne pas croire en Dieu, c'est pas le problème. Enfin, moi, personnellement, je le recommande pas. Mais l'identité de la France est ce qu'elle est. Vous ne la changerez pas. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le roman Fleuve de Roger Martin Dugard, Les Thibauts, où le héros principal qui s'appelle Jacques, je te cite la phrase de mémoire, il parle de ces gens qui veulent mettre leur opinion politique en conformité avec ce qu'ils sont individuellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme je suis homosexuel, je suis pour le mariage gay. C'est-à-dire cette vision individualiste des choses. On projette ce qu'on est individuellement dans un cadre collectif et on veut établir comme norme nos intérêts individuels, ou plutôt notre... oui, c'est ça, enfin, tu vois, tout ce qui vient de notre individu. On reprend la métaphore du bateau. Tu peux très bien ne pas adhérer à toutes les composantes du bateau. En revanche, si tu es sur ce bateau, tu dois respecter la façon dont il a été construit. Et quand je dis ça, ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Qu'il s'agisse de ce que j'appelle les Français administratifs, en fait, Français administratif, c'est une... Parce que tu sais, on parle beaucoup de la question du français de souche, de diversité. Moi, je préfère la distinction français culturel, français administratif. Tu vois? Parce que dans les français administratifs, c'est plus large, et ça recouvre notamment tous ces blancs qui ont renié la France, tous ces renégats. Tu vois, parce que un homme de gauche est un renégat. Il a renié sa famille, il a renié sa patrie, il a renié, enfin tu vois, ses ancêtres, j'entendais, il a renié sa religion, etc., etc., etc. Que disions-nous? C'était quoi la question déjà? Je suis parti loin là. Oui, parce qu'on est parti sur justement l'histoire de la religion, parce que ceux qui disent oui, comment on va faire pour imposer cette religion, parce qu'après 200 ans de République, la religion, elle a été alors très bonne question. Alors déjà, il y a un truc qui s'appelle la grâce, c'est-à-dire que déjà il y aura un coup de pouce du bon Dieu. Sans coup de pouce du bon Dieu, la situation est tellement désespérée qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Ce qui est très vrai, c'est que ce qui a fait le plus de mal à la France ces derniers siècles, c'est ces lumières, ce laïcisme, cet athéisme, ce matérialisme qui a été prôné. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avions une anthropologie française qui s'opposait à ça. Et si tu veux, il y a une sorte de coexistence. En fait, toutes ces idées issues des Lumières ne trouvaient pas leur traduction concrète dans la réalité. Quand on a voté la loi de 1905, il y avait un abbé qui était député et qui a dit au rapporteur de la loi et au président du conseil de l'époque, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre logique avec la loi de 1905, logique de déchristianisation de la France, mais la société ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, en 2015, nous sommes en train d'aller jusqu'au bout des Lumières et on voit ce que c'est les résultats concrets, si tu veux. Et les gens vont commencer à ne plus valider, sauf les Charlie, parce que voilà, c'est trop tard. Mais on ne valide plus parce qu'on voit le résultat désastreux de cet esprit philosophique, si tu veux. Et je parlais il y a quelque temps de ça avec une dame qui votait Front National. Et ultra anti-islam. Mais en même temps, elle rejette complètement, tu vois, la religion chrétienne. Moi, je veux pas d'interférence du religieux dans le public. Enfin, bon, bref. Discours laïciste, bébête, quoi. Bah, tu vois, tous ces gens-là, dans les décennies à venir, je crois qu'il n'y en aura plus beaucoup. Parce qu'à partir du moment où on a, sur le territoire français, des millions de musulmans, et l'islam, à l'instar de toutes les religions du monde, quasiment, est une religion qui a envie de vivre, qui a envie de se répandre, qui a envie de se propager. Donc à partir du moment où il y a une dynamique musulmane, les athées ne pourront rien opposer à l'islam, parce que l'islam est une foi, et la foi sera plus forte, si tu veux, que le vide de foi. Surtout que démographiquement, en plus, tu vois, le taux de naissance extra-européenne en France est de 35%. Donc si tu veux, il y a quand même une dynamique qui est très puissante. Donc face à cette dynamique, les gens seront obligés, et quand je dis obligés, c'est pas parce qu'on leur mettra un pistolet sur la tempe, c'est que leur instinct de survie
les fera retourner vers la croix du Christ. Ça, je te l'annonce. Et on le voit déjà. Et je te l'évoquais tout à l'heure, la religion qui était un truc, entre guillemets, de loser pour les Charlie, aujourd'hui, est en train de retrouver une nouvelle place, si tu veux, dans la hiérarchie des valeurs des jeunes Français, en somme. Est-ce que c'est pas aussi, justement, on va dire presque un côté positif de l'immigration, que cette communauté musulmane, elle renvoie cette communauté française, entre guillemets, de souche, à sa propre foi, en disant, regardez votre manque de foi, nous sommes croyants. Encore une fois, moi, tu vois, je raisonne pas en termes de musulmans, je raisonne plutôt en termes d'Africains, tu vois, ou d'extra-européens, si tu veux. Mais tu sais, on a appelé Attila le fléau de Dieu. Le fléau de Dieu, ouais. Le fléau de Dieu. Et bien, moi, je pense que l'immigration de masse est un châtiment du bon Dieu pour châtier la France d'avoir voté la gauche, les Lumières et compagnie, pour lui faire comprendre qu'elle a déconné, et surtout pour la faire réagir, si tu veux. Pour ne pas s'endormir, se chloroformer, entre guillemets, dans ce laïcisme matérialiste, athée, bébête, voilà, tu vois. Donc, effectivement, c'est un contre-coup. C'est un contre-coup, et peut-être qu'il fallait ça pour se dégager de ces lumières de merde, quoi. Parce que c'est lui. Ce qui ne veut pas dire que, si tu veux, ces populations doivent rester en France éternellement. Et là, on arrive peut-être à la question de la remigration. Alors, allons-y, abordons-la. Alors, la remigration, c'est Laurent Ozon qui est le spécialiste de cette question. C'est Laurent Ozon qui en parle de façon, je trouve, très pragmatique, dirais-je, de façon assez claire surtout, et surtout non caricaturale. Tu vois, parce que Laurent Ozon, si j'ai bien compris, tisse des liens avec les pays du Maghreb, il essaie de faire des partenariats, parce que les pays du Maghreb, eux aussi, sont maintenant submergés par des vagues subsahariennes, si tu veux. Et les populations locales du Maghreb, si j'ai bien compris, sont un petit peu moins antiracistes que le bobo de base, quoi. Et l'accueil n'est pas tout à fait le même, si j'ai bien compris. Bref. Mais la remigration, je vais te dire un truc. On a déjà connu une remigration dans l'histoire de France. Tu parles de l'Algérie, la France? Je parle pas de ça. Alors, je parle des années 30, bien sûr. Vas-y. Dans les années 30, il y a on estime à peu près à 3 millions le nombre d'immigrés européens à l'époque qui sont rentrés dans leur pays d'origine. Au moment des années 30, tu veux bien dire, sûr, au moment de la crise en Europe, c'est ça? Tout à fait. La crise de 29, c'est ça? Donc tu vois, les Polonais, une grande partie des Polonais, une grande partie des Italiens sont rentrés dans leur pays d'origine. À l'époque, il n'y avait pas le RSA et les HLM, tu vois. Et fondamentalement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est bien sûr. C'est très simple. C'est que les Polacs, les Italiens, qui se sont fondus dans la population française, qui s'y sont fait une place, sont restés. Et ceux qui ne se sont pas fondus sont rentrés. Tout simplement. Et il n'y a pas eu d'expulsion massive. Il y a peu de charters à cette époque-là. Ils sont rentrés de leur propre fait. Bien sûr. Et si tu veux, fondamentalement, si il n'y avait pas les HLM et les transferts sociaux, moi je suis convaincu que la migration se serait passée depuis très longtemps. Parce que, tu vois, toutes ces populations dont on parle, en vérité, elles sont pas heureuses. Bien sûr que non. Elles sont pas heureuses. Quand on se ment pas trop, quand on les connaît, quand on croise leur regard, on voit qu'ils respirent la souffrance. Et ils ne sont pas heureux en France. Il y en a beaucoup qui sont pas heureux, c'est sûr. C'est évident. Si tu leur posais la question, oui, est-ce que tu préférerais revivre en Afrique ou rester en France, beaucoup te diraient qu'ils préfèrent revivre en Afrique. Il y a beaucoup de grandes gueules. Hein. Il y a beaucoup de grandes gueules. Mais alors, d'un certain point de vue, ils ont un attrait qui est énorme pour le matérialisme occidental. Et de fait, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai un pote, le meilleur pote que je me suis fait à la fac était d'origine algérienne, tu vois. Et il a été avocat 2 ans dans un grand cabinet à Alger. Et par contre, il a pété un câble. Hein. Il supportait pas la population algérienne locale. Et il avait un petit côté bourgeois, tu vois. Et là, il est aux États-Unis actuellement. Et il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté la vie algérienne au quotidien, si tu veux, quoi. Mais bon, tout ça pour te dire que quand même, globalement, les populations, les forces administratives, ne sont pas heureux en vérité. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand je dis ça, c'est interprété par le système comme un propos d'extrême droite. Comme si de dire que le bonheur des populations africaines était conditionné à la France était un propos progressif, cool de gauche, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est le paternalisme absolu. C'est la prolongation du colonialisme, de dire vous n'êtes pas autonome et sans nous, vous ne pouvez rien. Qui est le plus colonialiste des deux? Moi, je pose la question. Moi, je constate une chose, c'est que ces gens-là
ne sont pas fondus dans la société française, alors que pour certains, leurs familles sont là depuis un siècle, un demi-siècle, je constate que ça ne leur traverse pas à l'esprit de se fondre dans la société française, et je constate même que pour certains d'entre eux, il y a, comme je te le disais, un ressentiment postcolonial qui est énorme, et moi je suis convaincu que ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, qui est nié tant par le système que par cette mouvance qu'on appelle la dissidence, c'est un tabou, hein, le racisme anti-blanc, est en très grande partie lié à ce ressenti post-colonial. Oh, complètement. Il est en tout cas justifié par ça, c'est ce qui le justifie. Voilà. Mais donc si tu veux, moi sur la remigration, ce que je dis c'est très simple, c'est que quand il y aura eu la réaffirmation culturelle de la France, qui viendra tôt ou tard, de toute façon, et quand on appliquera, ou quand on serrera la vis, si tu préfères, en ce qui concerne tout ce qui est alloc et compagnie, je suis convaincu que la remigration se fera très naturellement. Et ça ne voudra pas dire que 100% des Français issus de l'immigration rentreront dans leur pays d'origine. Je le répète, ceux qui se seront fondus dans la société française parce qu'ils ont fait une famille française, mais véritablement française, attention, ça ne veut pas dire que je fais des gosses en France, tu vois. Ceux qui auront créé une entreprise, ceux qui seront insérés dans les vies locales des endroits où ils sont, ceux qui ont de véritables contacts, parce que tu vois ce qui est intéressant avec les populations d'origine austro-hongroise, c'est que tu sais, c'est un peu comme l'eau et l'huile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact en vérité. Moi je viens d'un quartier, si tu veux, où pour le coup il y avait vraiment du multiculturalisme, mais tu vois, c'était chacun dans son coin en vérité, tu vois. C'était chacun dans son coin. En fait, c'est l'illusion d'un monde où tout le monde vit ensemble. Ça n'existe pas. En fait, c'est chacun et ça n'existe pas et personne n'en veut. Il faut arrêter de nous faire croire que les gens veulent se mélanger. Ils ne veulent pas se mélanger. Ce n'est pas vrai. Et toi, tu penses que, par exemple, le communautarisme, c'est une réalité ou un fantasme? C'est tellement évident que c'est une réalité. Non, mais c'est marrant. Ça te paraît... Non, c'est pourquoi je te dis ça, parce qu'on va accueillir dans 2 semaines, je crois, le représentant du CRAN, et ça va être le thème de l'émission, parce que lui pense que c'est un fantasme. Donc je trouve ça hyper intéressant, parce que je sais que vous avez des visions. Voilà. Un peu pôle Nord, pôle Sud. Des visions. Là, c'est pas des visions. On a des yeux. Là, je crois que c'est des univers différents, presque. Et bah, ce représentant du CRAN, je lui fais un procès d'intention, même si je ne le connais pas et que je n'ai rien contre lui. Enfin, faut être lucide, quoi. Je veux dire, quand tu vas à Château-Rouge, tu vois, voilà, tu vois quoi? Tu vois des Italiens mélangés avec des Finlandais, des Thaïlandais, des Colombiens. Tu vois ça à Château-Rouge? Quand tu vas à Gare du Nord, que d'aucuns appellent Gare du Noir, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Oui, en blague, parce que là, c'est pas moi. Je ne te dis pas qui m'a appris cette blague, mais c'est quelqu'un qui est autorisé à la dire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, on fait 2 fois au cas où. Non, mais voilà, c'est que, au bout d'un moment, moi j'invite les gens à aller à Gare du Nord, un soir de semaine, à partir de 9h-10h. Allez au Transilien. Vous allez attendre les Transiliens. Vous allez me dire ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques, ou est-ce que vous voyez que des Blancs? Voilà, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Quand vous allez à Saint-Denis visiter les tombes royales un jour de marché, ce que j'ai fait, je me suis fait clasher visuellement là, ce jour-là, tu vois. Vous voyez quoi? Vous voyez des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des Roux mélangés? Vous voyez quoi? Non, il n'y a que des Blancs. À Saint-Denis, au jour de marché, il n'y a que des Blancs. Tu vois, il y a un communautarisme évident. Mais le communautarisme est une réalité. Mais je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux et de prendre des transports en commun pour le voir. Après, on peut avoir des idéologues qui peuvent nous faire croire que non, mais moi, je suis dans la réalité. Voilà. Moi, c'est Émeric Caron. À toutes les émissions, on me dit quels sont vos chiffres sur l'immigration. Et moi, je leur dis, vous savez ce que c'est mes chiffres, moi? Ligne 13, ligne B, ligne C, ligne E, Barbès, La Courneuve. Moi, c'est ça mes chiffres. Après, si toi, personnellement, tu penses qu'il n'y a pas de grand remplacement, qu'il y a un vivre ensemble qui existe, tu as le droit. Mais dans ces cas-là, il faut les consulter. Parce que là, tu as des problèmes de vue, tu vois. Tu as des problèmes de vue. Ouais, non, parce que voilà, j'ai des émissions qui s'annoncent très intéressantes, mais bon, lui, apparemment, justement, n'a pas du tout cette position. Il pense que c'est un fantasme, le communautarisation. C'est un fantasme. Et ben alors, tu lui demanderas très précisément, quid de la Gare du Nord, quid de Château-Rouge, quid de Barbès, quid de Saint-Denis, quid. Bah écoute, je manquerai pas de lui poser la question, ça c'est clair. Ah non, mais très concrètement, parce que moi, si tu veux, ma légitimité sur ces questions-là, c'est la réalité du terrain. D'accord? Moi, j'ai été sur ce terrain-là. Tu vois, je te donne un exemple tout con. J'ai un pote qui achète
un écran plat sur, je sais plus, c'est Price Minister ou je sais pas quoi, on va chercher l'écran plat. L'acheteur est à La Courneuve, tu vois. On prend la ligne B, c'est la ligne B, La Courneuve, si je dis pas de bêtises. On arrive, hop, pas de blanc, tu vois, boum. Bon, on a l'habitude maintenant. On marche pendant un quart d'heure, mais on ne trouve toujours pas. On n'était même pas dans un quartier chaud, hein. On était, tu vois, dans la ville normale. Bon, on n'a pas eu de blanc. Il n'y en a pas. Donc, c'est. Alors peut-être que sur C'est ce que l'île. tu as appelé les zones défrancisées d'ailleurs. Toi. Bien sûr, oui. Ouais. Ben, la France ne vit pas culturellement parlant dans ces zones-là, si tu veux. Je l'ai vu. Alors, soit j'ai des problèmes avec mes yeux, ce qui est possible, hein, peut-être que faut que je consulte. Soit j'ai vu ce que j'ai vu, et si j'ai vu ce que j'ai vu, au nom de quelle morale je n'ai pas le droit de dire que la réalité est la réalité. J'aimerais qu'on m'explique. Vois-tu, moi j'ai fait 10 ans de rugby. J'étais dans un club du 13e, et quand on jouait à l'extérieur, nous y allions dans les villes d'Île-de-France, tu vois, les Mureaux, Mantes-la-Jolie, enfin toutes les charmantes communes françaises qui conservent nos traditions, tu vois, Saint-Denis, Sarcelles, Ris-Orangis, j'ai de très beaux souvenirs à Ris-Orangis. Enfin, nous, si tu veux, le vrai derby, c'était avec les Mureaux, tu vois, on se tapait tout le temps avec les Mureaux, tu vois, c'était du 100% là. Là, j'ai compris ce que c'était le multiculturalisme, si tu veux. Là, j'ai vraiment compris ce que c'était, tu vois. Quand t'es dans un couloir avant un match et que le mec te dit, non, je ne veux pas répéter ces mots-là parce que je ne veux pas effrayer les puceaux des oreilles. Mais voilà, le racisme anti-blanc, c'est bon, c'est pas la peine quoi. Je te raconte tu me permets que je te raconte deux anecdotes personnelles. Vas-y, allons-y. Je te parlais des Mureaux. On les avait joués. Il y a un stade porte de Vincennes, si je ne me trompe pas de nom, c'est Polygome, j'ai oublié. On les joue. Et en fait, si tu veux, à l'époque, bon, c'était des vestiaires assez vétustes. En fait, tu avais des vestiaires qui menaient sur une salle commune beaucoup plus grande où il y avait les douches. Mais c'était très vétuste. On les avait battus.
on avait battu les Mureaux, ils avaient la haine, parce qu'ils aimaient pas se faire battre par des Blancs, je pense. Sûr qu'il n'y a pas que des Blancs dans notre équipe, mais c'était majoritairement le cas. Bon.